Bonjour, en ce beau dimanche avec l'heure d'été. Bienvenue à l'émission Autour du conte, c'est Francis Desilets au micro. Je peux vous le dire, la lumière dans le centre-ville est magnifique. Alternant entre le conte merveilleux, les mythes, les mille et une nuits et le conte de création, on le retrouve aujourd'hui pour discuter, entre autres, du spectacle Le Figuier. Bonjour Jacques Falquet. Bonjour Francis. C'est un plaisir de te retrouver ici à ce micro. Alors, tu vas nous présenter ce soir, dimanche du conte, comme je le disais, le spectacle Le Figuier. On va aborder tout ça, sa création, parce que tu as eu une chance inouïe. Et les conteuses et conteurs à l'écoute le sauront bien assez vite quelle a été cette chance. Mais j'aime ça partir de plus loin que ça quand j'accueille des gens d'émission. Toi qui comptes depuis plus de 20 ans, si j'ai bien fait mes devoirs. J'ai commencé, en fait, tu vois, ça a vraiment tombé bien, là. J'ai commencé en 2001, vraiment par hasard. Puis c'était l'année, moi j'habitais à Gatineau, c'était l'année où il y avait les Jeux de la francophonie à Gatineau, Ottawa. Et c'était la première année où il y avait un concours de contes aux Jeux de la francophonie. En 2001, ça. Oui, en 2001. Et ben, justement, qu'est-ce qui t'amène au conte? Tu fais pas ça toi, à partir de ta plus tendre jeunesse ou parce que c'est quand même quelque chose qui est un peu plus particulier, le conte, on va se le dire. On tombe pas là-dessus, on tombe là-dessus peut-être par hasard, mais c'est pas dans toutes les familles qu'il y a des conteurs. Là. Non, puis moi, c'est pas une affaire de famille, là. Okay. Quoique, mon père il nous lisait des livres, puis mon père, il est d'origine polonaise, puis il lisait des livres qu'il traduisait à vue. Tu sais, il y avait le livre en polonais, puis il nous racontait des histoires. Fait qu'il y avait des grandes histoires. Il y en a qui connaissent peut-être Henri Mankiewicz, là, qui a écrit Par le fer et par le feu. C'était des grosses sagas, là. Mais c'est pas ça. Non, moi, vers la fin du secondaire, je me suis attaché à une gang de monde qui aimait faire du théâtre. Puis moi, je suis devenu vraiment un amoureux du théâtre. Et puis j'en ai fait pas mal. J'en ai fait au secondaire, au cégep. Puis après ça, j'ai continué dans l'Outaouais. Donc, un peu comme semi-professionnel, si tu veux. Puis on faisait des tournées. Toujours de théâtre. Oui, de théâtre. Et puis à un moment donné, j'ai été étudié. Puis ça n'a pas trop bien marché. J'étais à l'école de théâtre, ça n'a pas trop bien marché. Et après ça, j'ai fait autre chose. Je suis devenu traducteur, interprète. Mais je m'ennuyais trop de la scène. Alors j'ai commencé à prendre des ateliers. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un, par hasard vraiment, là, une amie qui m'a dit, tiens, il y a quelqu'un qui donne un atelier de conte. Va donc essayer ça. Puis j'ai essayé ça, puis j'ai adoré. Te souviens-tu qui c'était qui donnait l'atelier? Oui, c'est... voilà, le nom va m'échapper là où j'en ai fait ça. En tout cas, ça va me revenir. Ouais. C'était un gars, un Français qui avait beaucoup travaillé en Afrique, qui avait découvert le conte en Afrique. Et... Denis Franco. Voilà, Denis Franco. Voilà, Denis Franco. Et puis moi, j'ai trouvé ça fantastique parce qu'une des choses qui me fatiguait au théâtre, c'était de faire semblant que le public n'était pas là. Puis tout d'un coup, je pouvais parler au monde. Fait que ça, j'ai aimé ça. Puis en plus, c'était léger, puis je pouvais faire à peu près tout ce que je voulais, là. C'est ça qui m'a séduit. Puis en fait, depuis cet atelier-là, j'ai pas débarqué. C'est fou de semaine en semaine comment souvent le conte passe d'abord par le théâtre. Ah oui. Et souvent, c'est le désir de franchir le quatrième mur qui amène les gens de théâtre au conte. C'est une constante plutôt que je perçois de semaine en semaine avec les gens qui se discutent. Tu es plongé dans le conte et tu as décidé, toi, de varier ton répertoire. C'est quand même assez magnifique quand on regarde ta série de spectacles, tous les descriptifs, à quel point tu es allé piocher un peu partout. Tu as je le disais tout à l'heure, des contes des milieux de nuit que tu aimes interpréter, mais tu t'es attaqué, ou en tout cas, tu t'es accoudé à Joe Monferrand, des contes de Terre-Neuve, la rivière La Lièvre, ça c'est encore une fois en Outaouais. Oui, c'est dans l'Outaouais. Les contes de la steppe, là, j'imagine qu'on est plus en Asie. C'est des contes slaves, en fait. Slaves. Ouais. Donc, tu as une variété de contes, tu peux pas t'enfermer dans un seul style, c'est ça qui se passe. Non, puis là, bon, des fois, je me dis que ça me nuit, tu sais, ça me donne pas une image claire. Mais ça dépend, tu sais, il y en a qui aiment le mixtape de cassettes avec des tonnes variées, puis il y en a qui aiment la continuité, mais ça... Ben, c'est mon genre. Tu serais mon genre aussi. Ouais, j'aime toucher à tout, puis je lis, puis il y a des choses qui me touchent, puis c'est vraiment ça qui me guide. Donc, tu as aussi
commencé à faire du récit de création ou tu en Oui, faisais déjà avant? oui, moi j'ai toujours écrit, tu sais, des petites nouvelles ou des poèmes, puis j'ai écrit un peu du théâtre aussi. Donc c'était facile pour moi de plonger dans la création. Et c'est toujours des sujets. Alors tu vois, par exemple Joe Monferrand, d'ailleurs c'est un peu la même inspiration que le Figuier, c'est parce que euh, moi vraiment là, tu sais, mon pays c'est l'Outaouais. C'est un pays que j'aime. Puis je voulais, quand j'ai commencé à compter, je voulais parler des gens de l'Outaouais. En ce sens, c'est sûr que Joe Monferrand Ça tombait à s'impose pic. de lui-même. Fait que c'était une figure marquante. Puis après ça, le Figuis, ça a été comme un dérivé de ça. C'était un autre personnage réel il est un peu légendaire là, sur lequel j'ai travaillé. Euh, ouais, c'est à peu près ça. En quelque part, sur ton site, tu dis « J'aime les contes graves venus du fond des âges, ceux qui me rappellent que je suis en danger, mais avec poésie et avec humour, sans masquer la laideur ni la beauté. » T'as besoin d'aller chercher quelque chose qui brasse un peu aussi dans les histoires? Ben, j'aime ça. Tu sais, c'est pas nécessairement que c'est provocateur, mais moi, je me dis, tu sais, tant qu'à prendre la parole publiquement, tu sais, je veux parler du monde que je vois autour de moi. Alors, même si je vais chercher souvent des contes traditionnels, tout le temps, je les retravaille pour trouver, tu sais, des trucs qui résonnent aujourd'hui, puis aussi qui donnent pas une vision simpliste de la réalité. Puis s'il y a quelque chose qui accroche, qui est un peu plus mordant, tu vas le garder, tu vas pas essayer de gommer? Ou... Non, c'est ça, tu sais, comme par exemple, Joe Monferrand, là, moi, là, ce qui m'a... C'est comme j'ai réagi, là, j'avais lu, il y avait eu de temps en temps, ça ressort régulièrement, il y a des gens qui utilisent Joe Monferrand comme une espèce d'étendard nationaliste pour en faire je sais pas, un géant, puis c'est vrai que c'est un géant, mais c'est un géant qui a existé, puis moi, ça me mettait mal à l'aise de voir que... Déjà, Benjamin Sulte, un peu après son époque, commençait déjà à l'utiliser à cette sauce-là. Exactement, tu sais, puis les gens, ils s'inspirent beaucoup de Benjamin Sulte, puis il y a d'autres sources que Benjamin Sulte qui racontent pas la même histoire. Puis là, je me suis dit, mais dans le fond, toutes les histoires de Benjamin Sulte, c'est de la propagande. Puis moi, j'aimais pas ça, puis je voulais rendre, tu sais, à Joe Monferrand à la fois son humanité, puis jouer avec la satire, que c'était une espèce d'épopée satirique que j'ai faite, mais qui est vraiment comme un hommage, parce que la vie était dure dans son temps. Tu sais, les gens qui allaient dans les chantiers, ils mangeaient de la misère, il y avait de l'injustice, tu sais, il n'y avait pas de système de justice ou de police comme on a aujourd'hui. Non, les personnes qui se blessaient en milieu de saison n'étaient pas payées du tout. C'est ça. Entre autres choses. Oui, puis c'est une époque où les élections se gagnaient à coups de 2 par 4. D'enfants. Oui. Mais trêve de bataille de rue. Oui, bon. Revenons-en. Mais c'est juste pour donner une idée. Là, oui, mais ça répond très bien à la question que je te posais. Mais revenons-en tout de suite au spectacle Figuier. Ouais. Que tu vas présenter ce soir dimanche du conte et que tu continues de présenter, conte de création, et j'imagine un peu inspiré des récits des milieux de nuit. Ça a été très influencé. Là. Moi, tu sais, j'ai comme conteur, là, mon milieu de conte duquel je me sens le plus proche depuis presque 20 ans maintenant, c'est le milieu de Sherbrooke. Et à Sherbrooke, il y a eu beaucoup d'Européens qui sont venus. J'ai pris toutes sortes de stages, mais entre autres, je me suis beaucoup attaché à un conteur franco-libanais qui s'appelle Djihad Darwish. Et c'est là que je dis que tous les conteurs savent maintenant que tu es très chanceux de pouvoir collaborer avec lui. Oui. Ah non, c'était vraiment un grand maître. Disons-le, probablement le plus grand maître en francophonie et autres des contes des milieux de nuit, c'est Djihad. Oui. Avec ses 2 filles, Najwa et Leila, qui le suivent aussi là-dedans. C'est une dynastie. Oui, c'est ça. Alors lui, il est venu donner des stages, c'était des stages intensifs d'1 semaine. Moi, j'en ai suivi 4, comme ça, sur différents récits. Alors, j'étais nourri par ça. Puis j'avais déjà travaillé, avant de travailler avec lui, je m'étais déjà intéressé aux milieux de nuit, parce que c'est comme, tu sais, conteur, c'est dur de ne pas les voir, les milieux de nuit, parce que ça prend tellement de place. Mais... Et il y en a pour tout le monde. Oui, il y a tout, là. Ouais. Et puis, mais c'est un peu, tu sais, encore dans mon souci, mon envie de parler de l'Outaouais, que je cherchais des personnages hors de l'ordinaire. Et par hasard, vraiment, ma belle-mère, elle m'a dit, tiens, va voir, il y a une place qui s'appelle l'Académie des aînés. Eux autres, ils faisaient de la collecte d'histoire orale. Tu sais, ils allaient dans les maisons pour personnes âgées, puis ils faisaient des enregistrements. Tu sais, qui avez-vous connu, qu'est-ce qu'il y avait de spécial quand vous étiez jeune, tout ça. Puis il y avait
une femme que tout le monde connaissait qui s'appelait la Grand Maria à Hall. Puis c'est un personnage mystérieux parce qu'il y avait toutes sortes de légendes à son sujet. Ah, ça, c'est magnifique pour partir un récit. Alors, vraiment, là, il y en a qui disaient qu'elle était une princesse, il y en a qui disaient qu'elle avait survécu au naufrage du Titanic, il y en a qui racontaient que les hommes rentraient puis sortaient de chez elle comme ça n'avait pas d'allure. On disait qu'elle avait 25 maris. Puis, c'était comme un personnage plus grand que nature, puis moi, j'ai voulu en savoir plus. Puis là, je suis allé voir cette collègue d'histoire orale, puis il y avait des gens qui l'avaient connue de très, très, très proches. Entre autres, une femme qui l'avait connue quand elle avait 6 ans, elle habitait à la campagne. Et cette femme, la Grande Maria, elle était colporteuse. Donc, elle faisait de la vente de porte à porte, mais en ville, mais aussi en campagne. Puis, elle était restée amie avec elle toute sa vie. Ça, c'est un pan de l'histoire du Québec que peu de personnes savent. Il y a eu ce qu'on appelait les Syriens, qui étaient d'origine libanaise ou syrienne, de tout ce coin-là de l'Europe du Nord, qui sont débarqués à la fin du 19e, début 20e, et qui se sont spécialisés dans le colportage, à partir parfois de boutiques à Montréal, pacter la charrette de plein de trucs pour aller voir les gens dans les campagnes. Exactement, puis ça allait loin. Là, moi, j'ai trouvé un article sur une famille de Syriens comme ça qui sont installés à Cloridorme, au bout de la Gaspésie. Là. Ils allaient partout. Là. Ben oui, c'est ça. Puis ils étaient surnommés dans le langage populaire les Syriens. Ça voulait dire les vendeurs de porte-à-porte. C'est ça. Que les familles étaient très contentes de voir arriver. À une époque, il y avait des catalogues, mais qu'il n'y avait pas tout. Puis... Non, c'est ça. Puis en fait, c'est quasiment la succession de ces gens-là qui ont fondé les magasins Rossi, Dolorama, tout ça, c'est un peu la même chose. L'origine des Rossi, le grand-père de Laurence Rossi avait ouvert une boutique à Montréal en 1910 qui vendait à tout pour $1. La boutique à rabais, c'était ça. C'était monsieur d'origine libanaise, Rassi, qui a transformé en Rossi. Fait que, oui, c'est une culture, c'est absolument dans la ligne très, très, très normale de ce qui se passait chez ces gens-là qui débarquaient depuis le début du siècle. Donc, ton héroïne débarque du Liban et se retrouve à Hall. Oui, puis moi, je suis pris avec toutes sortes de témoignages contradictoires, mais plusieurs témoignages très, très attachants, qui la décrivent comme quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, qui est une femme généreuse, qui a aidé autour d'elle. Je me suis dit, puis je ne sais pas trop, ça a comme cliqué, tu sais. Puis moi, je suis né en France, je suis un immigrant, puis là, mes 2 parents, c'est des immigrants, c'est comme dans la famille, là. Alors, ça m'a particulièrement touché. Je me suis dit, je veux faire quelque chose, mais après ça, j'avais rien. Tu sais, c'est des rumeurs que j'avais à son sujet, là. Pas grand-chose. Il y avait un historien à Hall, Raymond Ouimet, qui avait fait une petite recherche historique, mais c'était très faible ce qu'on trouvait. Fait que j'ai continué les recherches, j'ai interrogé du monde, puis à un moment donné, je suis arrivé à un point, puis c'est là, en fait, la grande chance dont tu parles, c'est que je suis arrivé à un point où j'étais complètement perdu. Je savais pas quoi faire avec tout ce matériel-là, puis c'est dangereux quand tu fais quelque chose sur une histoire vraie. Tu as peur, tu sais, de ne pas être fidèle, tu as peur de trahir la réalité, puis tu sais plus quoi faire, puis ça, en fait, tu as les mains liées par la réalité. Puis pour t'en sortir, il faut que tu casses ça, puis que tu retournes dans la création. Ouais. J'ai fait ça avec un récit familial aussi. Ouais, tu vois, familial, ça doit être encore plus difficile. Moi, c'était même pas quelqu'un que j'ai rencontré. Là. Elle était déjà décédée, Madame Karim. En fait, elle s'appelait Madame Karim. On l'appelait la Grand Maria. Elle s'appelait pas Maria, c'était juste un surnom qu'on lui avait donné. Et donc, je suis arrivé à un point où par hasard, à un moment donné, il y a Djihad Darwish a proposé, en fait, c'est surtout Petronella Van Dyke qui est à Sherbrooke là, depuis toujours, qui est Madame Comte à Sherbrooke depuis toujours, qui a invité Djihad à donner une formation très particulière qui s'appelle Pas à Pas, qui consiste à réunir 4 ou 5 conteurs expérimentés et à travailler avec eux sur 1 an et demi un spectacle. Ça, c'est un bel accompagnement. Là. Oui, c'est vraiment, c'est très intensif, tu sais, c'est 4 jours tous les 2 mois. Et puis tu plonges et tout le monde travaille sur le récit de tout le monde. Donc c'est un travail d'entraide, beaucoup de solidarité, c'est une espèce de création collective. Et ça finit par te permettre d'accoucher ou d'aboutir du spectacle Figuier. Oui. Si je t'interromps ici, c'est qu'on va aller écouter une chanson avant que tu nous en racontes un petit bout.
une chanson de Yann Falquet. J'imagine que c'est apparenté. Ben, vous chercherez, là, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'autre famille Falquet que la nôtre. C'est ça, c'est le neveu. Au Canada. La chanson La Rose. Ça passe tellement vite qu'on Oui, hein, c'est fou. on n'a pas le temps de tout aborder à chaque fois. C'est tellement belle. Il s'est fait prier longtemps. Hein? Je sais pas où c'est. Ben, moi, il y a des chansons là-dessus que c'est Josiane qui a refilé dans le temps qu'on s'est connus au début 2000. OK. Au tournant 2000, puis tout ça. Mais je me souviens que dans Jean Coronne, dans ce temps-là, tu sais, il voulait pas chanter, puis il n'avait pas confiance en ça. Et pourtant. Ben, il a bien fait d'attendre, c'est super beau. Ben, il y a ça aussi. Tu laisses mûrir, puis dans ce temps-là, ça donne des belles choses. Je vais avoir à peu près 2 minutes après ton compte. Si on peut, peut-être juste vite, nommer quelques personnes. Tu parlais des personnalités d'origine libanaise qu'on ne sait pas. Oui. J'imagine que tu veux parler de René Angélil. Oui, ça c'est le plus connu, mais Xavier Dolan, son père, Manuel Tadros, qui est d'origine libanaise. C'est vrai. Une auteure qui s'appelle Anne-Marie MacDonald, qui a écrit un livre qui s'appelle Un parfum de cèdre, que beaucoup de gens ont lu. C'est une fille de la Nouvelle-Écosse. Anne-Marie MacDonald, c'est maintenant d'origine libanaise. Il s'agit que tu mettes un père là-dedans avec un nom différent. Écoute, Kevin O'Leary. Je connais pas. C'est lui qui est un des principaux dragons dans la version... Wajdi Mouamouad que j'ai trouvé. Ça. Ah oui, Wajdi évidemment, oui. Lui, il est carrément né au Liban. Les autres, souvent, c'est des descendants. Mais beaucoup de députés, tu sais, un premier ministre de l'île du Prince-Édouard qui était d'origine... Mais on n'aura pas en 1 minute, il faut juste en nommer un ou deux, peut-être quelques mots d'origine libanaise si on a le temps. Oui. Mais tout ça serait à faire très, très, très rapidement. OK, oui. Parce que je me garde genre 1 minute et quelques pour parler de tes actualités. En tout cas, on essaye, là. Ouais. Ça se peut que je coupe. C'est bon. J'aurais voulu qu'on ait plus de temps, mais sinon, c'était trop intéressant. On avait des choses à dire. Et toi, est-ce que tu es venu en auto, j'imagine? Non, en métro. Tu es venu en métro, veux-tu que je te ramène au dimanche du camp? Oui. Je suis en auto. OK, super. C'est le Je vais service. pas me prendre au centre-ville en auto. C'est vrai que c'est dimanche, mais quand même. Ouais, ça. Des fois, on a de la misère. Moi, je prends par comète, là. Sinon, il y a des stationnements payants, c'est sûr. Là, mais oui, en effet, c'est le centre-ville. Puis ça dépend toujours. Non, ça a bien été. J'étais un peu inquiet parce que là, je suis pas trop habitué encore avec le métro. Là. Puis là, je me suis rendu compte, en entrant dans le métro, qu'il n'y avait rien qui se rendait ici. Il fallait marcher. Là. Mais finalement, c'est proche de Berry-UQAM quand même. Non, le métro Saint-Laurent, il est juste là. Ah oui? Le métro Saint-Laurent, il est un coin de rue, ligne verte. C'est changer à Berry-UQAM. Moi, j'ai marché de Berry-UQAM. Ça se fait aussi, mais il est vraiment à un coin de rue là, le métro Saint-Laurent. Ouais. On est bien desservi dans le centre-ville quand même. Moi, en plus, je suis avec Communauto. Communauto, puis il y a un stationnement exprès pour les flex. Mais c'est un petit peu plus loin, mais des fois, quand j'en trouve à côté, ça coûte 5-6 $ de kilomètre. Fait que je me stationne pas loin. Ah ouais, mais là, je vais me renseigner là-dessus. Sur Communauto? Ouais. Ah, ça va à peine pour moi. Si t'es à Montréal, là. Ouais, c'est ça. Pour vrai, là. Moi, j'ai... Non, mais j'ai vu ça dans les tempêtes, c'est le cauchemar. Ouais, mais ça... avec Communauto ou sans n'importe quelle autre voiture, ça a été le cauchemar de toute façon. Moi, j'avais une amie qui est partie en vacances. 2 semaines dans le sud, puis j'ai eu les 2 tempêtes, j'avais sa voiture, que je la prends pour la dépanner et ça me fait une petite gratuité, là. Mais... Tu peux des exercices aussi. Ça a pelleté pendant 2 heures de temps, là. Sortir de banc de neige, là. En effet, ma fille s'est pris à Mirabel dans un rang. Google les fait passer par un rang dans la grosse tempête. Pour gagner du temps, elle s'est pris dans la neige. Elle arrive à Montréal, elle s'en reprend. Ouais, moi aussi, j'étais allé dans un chalet dans l'anneau d'hier. Je me suis pogné. Mais c'est comme ça. Ah ouais. Secondes.
magnifique chanson de Yann Falquet, La Rose. Ça introduit le conte que tu vas nous faire. Je pense que tu vas nous faire un extrait du spectacle de ce soir, Le Figuier, Jacques Falquet. C'était une jeune femme, une jeune épouse. Elle s'appelait Khadija. Khadija Karim. Tous les matins, Khadija, en se réveillant, posait la main sur son ventre. Tous les matins, son ventre était aussi plat que la veille. Alors tous les matins, Khadija pleurait. Son mari se levait, poussait un grand soupir, et puis il partait travailler au champ. Mais un matin, Khadija, en se réveillant, n'a pas posé la main sur son ventre, elle n'a pas pleuré. Son mari a poussé un grand soupir. Il est parti travailler au champ et il s'était rendu compte de rien. Mais elle s'est préparée, elle a traversé tout le village, à la dernière maison du village. Elle a appelé. Fatima! Fatima! Une vieille femme est sortie, la peau ridée comme une vieille pomme. Elle a pris le visage de la jeune femme entre ses mains, elle a regardé, elle a dit « Oh là là, il y a une question dans ces yeux-là. T'as bien fait de venir me voir. Chez moi, c'est la maison des réponses. Allez, entre. » Tout de suite, elle a pris le café moulu fin comme de la farine. Elle a mélangé la cardamome, le gingembre, le poivre. Elle a ajouté l'eau dans la vieille cafetière de cuivre. Elle a mis à chauffer, elle a laissé mousser. Elle a retiré du feu. Elle l'a laissé mousser encore. Elle a retiré du feu, elle a ajouté le sucre. Elle l'a fait mousser une troisième fois. Elle a rempli les petites tasses de porcelaine. Elle a servi son invité. Toutes les deux ont bu sans dire un mot, et puis la vieille a dit, ben, raconte. Écoute, j'ai fait un rêve. Je me réveillais, et là, juste devant moi, il y a une pousse qui sortait du sol. Les feuilles se déroulaient, des feuilles en forme de main. C'était un figuier. Il a grandi, il a grandi, il a grandi. Dans le figuier, il n'y avait pas un seul bouton. À midi, dans le figuier, il n'y avait pas un seul fruit. Le soir, le figuier a perdu toutes ses feuilles et moi, j'avais envie de pleurer. Et là, tout à coup, gou-cou-cou, ouh, un oiseau. Oh, j'en avais jamais vu de comme ça, tout blanc. Et les yeux, couleur de l'or. Un oiseau immense. Il m'a agrippé dans ses serres et il m'a emporté. On a traversé les montagnes dans la nuit, on a traversé la mer, il m'a déposé par terre et là devant moi il y avait une pousse. Les feuilles se sont dépliées, un figuier. À midi, le figuier était plein de fruits. Je les ai cueillis. Ils étaient délicieux. Et le soir, il y a eu une deuxième récolte. La vieille a dit, oh là là, un rêve de voyage. Ça, c'est un rêve de renaissance, un rêve de récolte. Ça, c'est un rêve d'abondance. Tu vas voyager, ma fille, c'est sûr. Mais pour savoir où, on va regarder le café. Et on se doute où elle va voyager, puisqu'on en a parlé un petit peu. Hein? Hey, on a discuté. Oui, mais dites-le à personne. Non, on le dit à personne. On le dit à personne. Mais vous allez en avoir une petite idée tout à l'heure quand je vais vous donner le mot magique pour ce soir. Hey, on parlait tout à l'heure de cette dame qui est arrivée à Hall. Il y a toutes sortes de plein de gens en fait d'origine libanaise dont on ne soupçonne même pas l'existence ici au Québec. Ben, en tout cas, moi, celui qui m'a le plus surpris, c'est Xavier Dolan, par son père, Manuel Tadros. Ouais. Il est d'origine libanaise. Une écrivaine moi, que j'aime beaucoup qui s'appelle Anne-Marie MacDonald, avec un nom pareil, tu te dis,
Surtout qu'elle vient de la Nouvelle-Écosse. Ben non, d'origine libanaise aussi. Un certain René Angélil. Oui. un assez connu, feu René Angélil. Ah oui, et puis ben ici, Maria Mourani, Alain Reyes, qu'on connaît bien dans l'actualité politique. Alain Reyes dans la région de Victoriaville. Ah ouais, je suis plus sûr. Moi. Ma culture politique Sinon, est défaillante. Je regardais ça, puis tu m'as permis d'aller fouiller là-dedans, mais il y a plusieurs mots de notre belle langue française qui sont d'origine arabe, et pas des moindres. Des étonnants. Oui. Là, vraiment, moi, je suis tombé là, en bas de ma chaise. Alors, raquette. Raquette. Jaquette. Jupe. Oui. Alcool. Bédène. Ça, c'est vraiment étonnant. J'ai vu le mot guitare qui serait d'origine arabe. Ah, écoute, orange, safari, satin, divan. Et le mot chiffre. Le mot chiffre Oui. est d'origine arabe. Donc, les chiffres arabes sont doublement d'origine arabe. Oui, puis chiffre, en fait, ça veut dire zéro en arabe. Bon. Le seul chiffre qui n'existait pas chez les latins. L'invention du zéro. Oui. Tout ça est magnifique. On peut te voir ce soir au Dimanche du Conte. Le mot magique pour obtenir un billet gratuit si vous vous présentez à la porte et avez écouté cette émission, c'est le mot Liban. On pourra te retrouver le 28 mars à Waterville pour faire le spectacle Le pain sur la planche, conte de boulangerie, au pain d'Aurélien. J'imagine que c'est une boulangerie. C'est une très bonne boulangerie. Le 29 mars, le lendemain, toujours à 19h30, le Figuier sera présenté à Sainte-Marguerite du Lac-Masson, au café Aux Marguerites. Oui, puis en fait, je m'étais trompé, c'est 19h finalement. 19h. Ouais. Bon, ben les gens pourront t'y retrouver. Ça, c'est à Sainte-Marguerite du Lac-Masson? Exactement. Donc, chers auditeurs, on espère vous retrouver au Dimanche du Conte. Si vous nous écoutez ici en direct, puis vous ne pouvez pas venir ce soir, regardez notre programmation. Il y a plusieurs bons spectacles qui s'en viennent. On vous attend sur les ondes de CIBL. On est en reprise le mercredi à 12h30. On est présent aussi sur notre chaîne YouTube et sur toutes sortes de plateformes telles les Spotify et Apple Music de ce monde. C'est Francis Desilets au micro. C'était un plaisir d'être avec vous. L'émission Excusez-la, animée par Marc Bolduc, suit dans quelques instants. Retrouvez-nous la semaine prochaine, 17h, à CIBL 101,5.